Oui, Philippe Noyel, j'ai 61 ans, je suis marié à Florence, on a deux garçons qui sont maintenant en activité. Mon parcours plutôt technique à la base, plutôt dans l'informatique et l'électronique industrielle au départ. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années chez un intégrateur informatique européen. Ensuite, j'ai pris une première activité avec mon épouse. On a racheté un magasin de fleurs, on en a créé un deuxième, qu'on a revendu quand les enfants ont grandi un peu. Et c'est ensuite, je suis parti dans l'informatique et j'ai été pendant une dizaine d'années chez ArcelorMittal, où j'ai rencontré Philippe Barola à cette occasion, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et puis avec Philippe, on a pris la décision en 2008 de quitter ArcelorMittal sur un plan de départ volontaire qui s'est organisé à ce moment-là. Et on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le monde de la maison individuelle, où on a créé à l'époque sur chacun une moitié du département du Pas-de-Calais. Chacun sa société de construction, et on s'est affilié en tant que franchisé d'un réseau qui s'appelait Maison Carbéa du groupe Fous. Voilà, Philippe a arrêté au bout de 5 ans, et moi, au bout de 5 ans, j'ai décidé de sortir du réseau qui ne m'apportait pas ce que j'attendais, et de voler de mes propres ailes en créant ma propre marque qui s'appelle Homme d'Opale, et que j'exploite maintenant mis bout à bout avec Maison Carbéa depuis environ 16 ans. Alors, ce qui nous a poussé à quitter l'informatique, je ne sais pas trop vous dire, parce que c'est vrai qu'on aurait pu, enfin moi j'aurais pu rester dans ce domaine-là. Maintenant, quand avec Philippe, on a décidé de se remettre à notre compte tous les deux dans l'informatique, c'était pas forcément évident, puisque on n'avait pas forcément l'idée du siècle qui nous aurait permis de démarrer quoi que ce soit. Et on a cherché un peu en termes d'activité. Moi, ayant eu un commerce pendant une dizaine d'années avec les magasins de fleurs, je savais ce que je ne voulais plus. Et donc, en réfléchissant un petit peu à ce qu'on pouvait faire, on s'est dit que quelque part, construire des maisons, c'était pas plus bête qu'autre chose, que c'était un marché où on voyait mal les Chinois mettre des maisons sur des barges pour les déposer quelque part sur des terrains en France. Donc on s'est dit qu'il y avait encore peut-être un peu de moyens de réaliser quelque chose sans que ce soit trop concurrencé sur le marché international. Voilà ce qui nous a poussé. Alors comment on a débuté? On s'est, n'étant pas franchement dans le métier, alors malgré que Philippe touchait déjà pas mal à de la rénovation d'appartements, etc., qu'il faisait pour lui à titre personnel, mais on n'était pas constructeur dans l'âme, c'était pas notre métier de départ, donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de s'adosser sur un réseau qui avait un savoir-faire et pouvait nous faire gagner du temps et éviter surtout des erreurs au départ. On, on a regardé deux, trois réseaux qui étaient à l'époque possibles. Donc il y avait le réseau Bikit qu'on a rencontré et on n'a pas donné suite. Il y avait également à l'époque Geoxia qui franchisait une partie de ses activités, mais pareil, on n'a pas souhaité aller plus loin. Alors Mikit, on n'a pas souhaité aller plus loin pour... on trouvait déjà que c'était un marché réducteur et castrateur dans la mesure où il faisait principalement du gros œuvre avec le client qui se débrouillait pour faire toute sa partie finition. Donc on estimait que ça réduisait déjà le champ potentiel. Et Geoxia, on n'a pas pris parce qu'on avait peur de se retrouver noyé dans une structure énorme. Et donc, c'était pas notre truc. Et au salon de la franchise, on a découvert Maison Kerbea du groupe Fous, qui était plutôt très implanté Bretagne-Normandie.
et qui cherchait à développer son réseau. Et donc on a saisi cette opportunité, ça nous paraissait plutôt pas mal. Une franchise plutôt en développement. Il y avait à l'époque une vingtaine de franchisés dans le réseau quand on l'a rejoint. On a eu le bonheur également de rencontrer un de nos collègues avec qui on a beaucoup échangé, qui est Joseph Lavini, qui créait lui Maison Carbet à Amiens à l'époque. Et donc on s'est regroupés un petit peu tous les trois pour faire avancer nos intérêts au sein du groupe FOUS avec un patron au sein du groupe FOUS qui était un petit peu compliqué et qui confondait la direction générale d'une entreprise et la relation de franchisé à franchiseur. Donc on a été obligé par moment de lui rappeler les règles du jeu, malgré que ça ne lui plaisait pas. Et voilà, donc on a acquis, on a eu la chance aussi d'avoir un directeur technique à l'époque du réseau Carbéa qui était plutôt très bien, qui connaissait bien son métier. Par contre, ils étaient atrocement pauvres en termes d'outils de développement, d'outils de gestion, d'outils de suivi. Ce qui nous a amené avec Philippe et José à assister Philippe dans la création au départ de l'outil qui nous intéresse aujourd'hui et dont on parlera peut-être après. Alors, défi, le défi de rentrer dans un métier qu'on connaissait absolument pas. Donc ça, je pense que c'est déjà un défi de prendre le risque de se lancer. Je pense qu'on était un petit peu fou et insouciant, mais je pense qu'il faut cette part de folie et d'insouciance pour démarrer les entreprises aujourd'hui. Alors familial, oui, c'est vrai que j'ai un petit peu embarqué ma femme contre sa volonté, mais puisqu'elle était mieux dans la création et dans le milieu floral, mais comme on a revendu nos magasins, au bout de quelques années, elle a accepté de me rejoindre pour traiter toute la partie gestion, administration, compta. C'est son métier de base, hein, elle a fait les SAD à Lille. Et voilà, mais bon, ça s'est fait comme ça. Alors, parler de développement dans le contexte économique du marché de la maison individuelle, c'est un petit peu compliqué. Euh, on espère le retour des projets rapidement parce que c'est vrai qu'on est en train actuellement d'épuiser notre carnet de commandes en stock et ça a un peu de mal à se renouveler du fait depuis 24 mois d'une période compliquée entre les augmentations tarifaires des matériaux. La deuxième chose qui n'a pas aidé, c'est les banques qui se sont bloquées pendant quasiment 12 mois ou dans le cadre de la remontée des taux frappés par le système de protection français, elles ne pouvaient plus ou ne voulaient plus prêter. Elles achetaient l'argent plus cher qu'elles ne pouvaient le prêter. Donc forcément, tout entrepreneur a du mal à vendre à perte. C'est pas une bonne idée. Et voilà, donc le marché était particulièrement destructif en termes de maisons individuelles. Toute la frange de primo-accédants n'était quasiment plus existante, sachant que ça représentait quand même entre 60 et 70% du marché de la maison individuelle depuis des années. Donc voilà, parler de développement, ben, déjà si on revenait à meilleure fortune et à avoir des projets qui pouvaient se réaliser dans l'année, ce serait parfait. Bon, quant à nous, on a pris une décision fort de l'expérience qu'on avait et entouré par les sous-traitants et mes équipes internes dans une deuxième société. On s'est lancé dans la rénovation globale de bâtiments puisque c'est une réelle demande aujourd'hui. Et bien nous en a pris, on a fait plusieurs beaux projets et on en a encore quelques-uns à démarrer. Donc voilà, aujourd'hui on fait feu de tout bois, on essaye de répondre. Alors ce qui nous rassure un petit peu, c'est qu'on a beaucoup de demandes actuellement, tant dans le neuf que dans la rénovation. Maintenant il reste à transformer tous ces projets en réalisation, en signature et puis en bâti.
Oh, bah, les tendances, je pense que là, ça va se calmer quand même un tout petit peu, hein, puisqu'on a quand même évolué il y a peu de temps pour passer de la RT 2012 à la RE 2020. Ils sont en train de calmer un tout petit peu le jeu sur la RE 2020 et ils avancent un tout petit peu moins vite parce que le marché étant tellement mauvais que ben, vouloir améliorer le bâti, c'est super, mais c'est bien souvent adossé à des coûts et ces coûts, au bout du bout, c'est quand même le client final qui malheureusement doit y faire face. De plus, je pense que le passage, pour moi, la RT 2012 était déjà à un niveau, je pense, plus que correct. La RE 2020 a été pour moi un petit peu un hold-up médiato-politique lié au résultat du Grenelle de l'environnement, où la France, comme sur beaucoup de domaines, veut toujours faire mieux que tout le monde, malheureusement. euh, dans le domaine environnemental, bah, faut que ce soit la planète entière, parce que si on est quelques-uns à faire des efforts pendant que les autres crachent du CO2 à tout va, je pense que le compte n'y sera pas au bout et on se fait mal tout seul vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde entier. Voilà, donc bon, pour moi, oui, la RE 2020, c'était beaucoup de coûts à ajouter au bâti, plus les augmentations de taux, etc. Il faut voir que en 2, 3, 5 ans de temps, on a pris quasiment entre 25 et 30% d'augmentation, ce qui est quand même colossal sur des projets importants. Et ça représente beaucoup d'argent, ce qui fait que malheureusement aujourd'hui, il y a une frange de primo-accédants qui malheureusement n'ont plus forcément les moyens de pouvoir réaliser leurs rêves, alors que je pense la maison individuelle reste, quoi qu'on en dise, un des rêves principaux des locataires aujourd'hui, c'est d'avoir leur petit coin de terrain, leur terrasse, leur barbecue et leur maison. Voilà, ça fait, je pense, plus rêver que d'être dans des immeubles, même s'ils sont très beaux, à habiter dans le même appartement que celui du dessus ou celui du dessous. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai abordé juste avant. Je pense que là, pour l'instant, nos dirigeants sont un peu calmés et ont bien compris que de bouger les réglementations de façon permanente et continue, certes, ça va dans le bon sens, mais avant d'évoluer, il faut déjà stabiliser et relancer la machine dans l'état où elle est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on fait déjà très bien. On a des DPE sur des maisons entre 120 et 130 mètres carrés qui permettent d'espérer une dépense d'énergie d'environ 700 euros par an. Donc, alors on peut toujours aller chercher mieux, mais combien faut investir et quel est le retour sur investissement, telle est la problématique aujourd'hui. Hein. C'est quand il faut mettre 10 000 sur la table pour aller chercher 100 euros par an, ça fait un retour sur investissement à 100 ans. Quelle personne censée mettrait ça sur la table de façon raisonnable? Pas grand monde. Alors défi, c'est principalement ce que je vous ai dit au départ, hein, c'est le défi aujourd'hui pour des entreprises comme nous, c'est déjà de relancer et regarnir le carnet de commandes pour se donner une perspective à un peu plus long terme. Bon, c'est sûr, nous on est sur des phases longues, hein, on a des chantiers qui durent dans le temps, donc on a une visibilité sur l'année 2025 sans trop de soucis, mais voilà, faut pas que les non-ventes durent trop longtemps, hein, sinon à terme ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Oui, hein, oui, c'est une option qu'on a activée il y a maintenant 24 mois de façon sérieuse. Alors, la rénovation énergétique, j'en ai déjà fait de façon informelle et non communiquée au travers de mon réseau de relations qui me demandait ayant un savoir-faire. Mais c'est vrai que maintenant on communique dessus avec la société de com qui nous accompagne, tant sur Google que sur Facebook principalement et un petit peu dans la presse.
parce que ça devient, je pense, un paramètre important. De plus, on est structuré en interne pour pouvoir le faire correctement. J'ai la chance d'être accompagné par un conducteur de travaux jeune et dynamique et qui a une véritable, je dirais, sensibilité du business, avec qui on est capable d'aller faire des visites, des plans et du chiffrage, chose qui n'est peut-être pas facile pour toute société de maison individuelle parce que, ben, comme on le voit souvent, on est accompagné, nous, en interne de deux commerciales et c'est des process qui sont complexes à aborder quand on n'a pas un minimum de connaissances techniques. Alors, des partenaires, comment vous dire alors, nous, on est plutôt sur de la maison et du projet personnalisé à la demande du client. On part généralement d'une page blanche. On fait un premier rendez-vous de découverte où on écoute leurs souhaits, leurs besoins. Et on essaye, tout en étant dans le respect du budget qu'ils nous ont donné, dans la mesure du possible, de leur faire un projet qui répond et qui s'adapte aussi à la partie du foncier, puisque une maison doit se poser sur un terrain en fonction de son exposition, favoriser, pour ce qui nous concerne dans le nord, plutôt les apports solaires que de les fuir. Euh, Sinon, bah, on est entouré bien sûr de sous-traitants avec qui on travaille depuis des années, ainsi que des fournisseurs avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. Je suis plutôt assez fidèle en affaires tant qu'on respecte les engagements des uns des autres. Et voilà, donc j'ai plutôt des équipes de sous-traitants, que ce soit en maçonnerie, en couverture, en charpente, en enduit extérieur, avec qui je travaille depuis principalement plus d'une dizaine d'années. Voilà, donc c'est plutôt ça aujourd'hui les partenaires qu'on a. On a aussi des partenaires industriels, que ce soit pour des tuiles, pour des blocs de murs ou des systèmes de chauffage, mais également bureaux d'études qui nous réalisent nos études thermiques, avec qui on travaille depuis des années et on a un certain nombre d'habitudes qui nous facilitent le quotidien. Alors les bénéfices sont énormes. Euh, Déjà, puisque comme je l'expliquais un petit peu avant, même si c'est Philippe et principalement Thibaut qui ont développé cet outil au départ, c'est vrai qu'avec Philippe, on a réfléchi au cahier des charges, à ce qu'on avait besoin de faire dedans, comment on devait le traiter, et ça nous a permis avec à la fois l'expérience du côté informatique qu'on avait avec Philippe, et de par notre vie de passé, et l'appréhension qu'on avait du métier de constructeur que l'on découvrait, ça nous a permis d'aller assez vite sur la définition du cahier des charges et de savoir ce qu'on voulait mettre dans l'outil dès le départ et d'être capable de définir correctement nos besoins. Le cahier des charges a été parfaitement respecté, c'est pour ça que ben, j'ai été avec Philippe dans les premiers clients, forcément, par nous-mêmes, puisque ça avait été fait en partie par nous. Et aujourd'hui, je serais incapable de me passer de cet outil qui me permet. Alors, je n'utilise pas complètement, c'est pas forcément bien, mais parce que j'ai pas eu l'habitude, certainement. Donc, je n'utilise pas toute la partie commerce avant. Et en fait, l'usage de Vision CMI pour nous démarre à la signature du contrat avec le client. Mais après, je l'utilise pour la gestion des plannings, la gestion des appels de fonds avec les clients, la gestion des marchés de travaux, le suivi de mes marges au fur et à mesure de l'avancement du chantier et jusqu'au suivi des SAV que l'on gère dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, un outil pour moi indispensable. Alors, qu'est-ce que vous entendez par marchand de biens? Parce que pour moi, marchand de biens, ça veut dire plutôt de la promotion. Donc ça, c'est une activité que j'ai démarrée très récemment, que je n'avais pas au départ. Au départ, en
fait, on traite des clients à qui on vend un projet de réalisation d'une construction de maison sur un terrain. Soit ils viennent avec, soit on les aide à trouver le terrain. Mais l'ensemble type, entre guillemets, marchand de biens tel qu'on l'entend, c'est-à-dire vendre un ensemble terrain plus maison réalisée ou terrain plus rénovation globale réalisée. J'ai démarré ça il y a 2 ans à peu près, donc pour l'instant je fais ça à mon échelle, c'est-à-dire tout petit. Mais voilà, je ne désespère pas de continuer cette activité qui m'intéresse. Alors ce délai, on a été pendant une bonne partie du démarrage de nos activités et pendant une bonne dizaine d'années. Allez, on tournait à 8-9 mois de réalisation entre le démarrage et la livraison. On a eu des projets à 6 mois et on a eu des projets un tout petit peu plus longs sur des caractéristiques particulières. C'est vrai qu'on a eu une dérive dans les années 2020-2022 où on a augmenté un peu ces délais, non pas par choix, parce que un constructeur ne gagne de l'argent que quand il construit, que quand ses projets avancent et qu'il peut appeler des fonds. Mais malheureusement, par contrainte du marché à 2 niveaux, une très forte reprise des activités dans les années après Covid, où on a eu énormément de commandes, sachant qu'on est, nous, un constructeur où généralement on faisait à peu près entre 20 et 25 maisons par an en régime normal. Sur l'année 2021, on a dû vendre une quarantaine de maisons, donc presque le double de ce qu'on faisait. Et les vendre, c'est pas le plus compliqué. C'est qu'après, il faut les réaliser. Donc voilà, on était staffé avec nos sous-traitants habituels et nos équipes en interne pour traiter correctement 20 projets. Quand on en a 40 qui déboulent et qu'il faut démarrer cette maison dans le mois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça a entraîné malheureusement une dérive des délais. Et on n'a pas été aidé non plus par nos industriels qui, pour certains, nous ont fait des misères importantes, particulièrement les industriels dans le milieu de la tuile. Il faut savoir que pendant quasiment 6 à 8 mois, on a vécu avec des délais entre le moment où on commandait les tuiles et le moment où on les avait sur le chantier qui étaient de l'ordre de 8 mois. Donc pour réaliser une maison en 12 mois, quand on met 8 mois déjà pour atterrir à la couverture, s'il nous reste 4 mois pour faire la totalité de la fin du chantier, donc pose de menuiserie extérieure, placo, électricité, plomberie, chauffage, carrelage, c'était parfois un tout petit peu compliqué. Donc je vais en profiter, vous le passerez ou vous ne le passerez pas, c'est pas très grave, mais pour mettre quand même un coup de griffe sur nos amis tuiliers qui ne nous ont pas aidés sur le sujet, qui sous couvert de pénurie de gaz ont fermé des lignes de production. Je pense plus pour s'enrichir et entretenir une pénurie et pouvoir monter les prix. Il faut savoir que les tuiles ont plus que doublé en 6 mois de temps. Et le gaz étant revenu à son prix initial d'avant-guerre de l'Ukraine, j'ai pas vu les prix des tuiles redivisés par deux revenir à leur prix. Je pense qu'il y a véritablement de la marge et de l'argent qui partent pas forcément là où il faut. Mais bon, ils sont 2-3 en France et malgré que l'entente commerciale soit normalement illicite dans notre pays, je pense qu'ils s'entendent très bien pour organiser cette continuité de prix cher. Voilà, donc en termes de délai, grosso modo, on essaye d'optimiser, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on sait sortir, on est revenu dans des délais à peu près normaux de 8 à 9 mois. Euh, et ce qui nous arrange aussi pour notre trésorerie. Alors, confort, on continue de faire ce qu'on faisait en essayant de choisir des matériaux plutôt qualitatifs, ayant une bonne tenue dans le temps et on essaye aussi de s'appliquer de plus en plus et je pense qu'on fait ça bien avec, surtout avec mes équipes en interne parce que bah, ce qui se voit finalement, c'est un petit peu la fin du chantier. Donc c'est plutôt cette partie placo, électricité, plomberie, chauffage. Voilà.
en apportant des petites choses hein, qu'on met peut-être même pas suffisamment en avant. C'est-à-dire que par exemple, sur tous nos nourrices de départ d'eau chaude, d'eau froide dans la maison, de départ de radiateur, etc., on met des robinets de coupure, hein, alors que contractuellement, on doit un robinet de coupure général à l'arrivée d'eau, ce qui permet quand même du confort quand il y a toutefois une petite fuite ou qu'il y a quelque chose. Ça permet d'éviter de couper la totalité de l'eau de la maison. Et on continue de s'atteler à s'entourer de partenaires, surtout pour ces finitions, que ce soit en termes de carrelage ou en termes de sanitaire, pour apporter des solutions plutôt sympas et plutôt tendance à nos clients. Alors, c'est quelque chose, je dirais, d'important et même primordial, on le voit bien aujourd'hui. Je suis toujours très intéressé pour savoir comment les clients, enfin les prospects plutôt, arrivent chez nous. Alors, quasiment, allez, je vais vous dire un sur 3, c'est du bouche à oreille, c'est des gens qui ont bâti avec nous et qui nous recommandent. C'est des gens qui parfois n'ont pas bâti parce que le projet s'est pas fait, mais la relation s'est bien passée, les conseils ont été appréciés, donc ils n'hésitent pas à parler de nous en bien. Deuxième chose, c'est de faire savoir cette satisfaction client. Donc, on demande régulièrement à nos clients de parler de nous sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, je crois que deux tiers des prospects qui nous arrivent viennent souvent en me disant bah, on vous a vu sur Facebook, on a vu que vous aviez des bons commentaires, on a été voir votre site, on a trouvé que vous faisiez des choses sympas, que votre site était bien fait, agréable. On a regardé un peu le flux d'actualité sur Facebook et ça parle plutôt correctement de vous. Donc voilà, cette confiance est importante à établir dès le départ. On est quand même sur un projet de vie, hein. On engage le plus gros projet bien souvent de nos clients, hein. C'est des projets conséquents, c'est pas l'achat d'une boîte de conserve au supermarché. Et on est aussi dans un métier où, malgré qu'il y a ces technicités, qu'il y a ce bâti à réaliser, on est quand même dans un métier d'humain, avec une relation importante. Hein. Donc il y a toute la phase en amont avec nos deux commerciales, Caroline et Caroline, qui sont importantes pour réaliser et interpréter le besoin du client et le transformer en un projet viable par rapport à son budget. Et puis après, il y a toute la phase réalisation, hein, où c'est plus Gauthier qui m'accompagne et qui fait le suivi du chantier, et puis moi qui suis en quotidien avec mes clients, puisque à chaque fois qu'il y a des points sur les chantiers, c'est systématiquement avec moi pour que je puisse avoir une ligne directe entre ce que ressent le client pendant le déroulement de son chantier et moi-même en tant que dirigeant de l'entreprise, qui me paraît important et indispensable. Voilà, donc on essaye de faire de notre mieux pour continuer d'essayer d'entretenir cette bonne relation et faire en sorte que le ressenti, alors je ne vous dis pas qu'on est parfait, je ne vous dis pas qu'on est bon, on me reproche parfois d'être pas forcément très bon communicant. Mais voilà, j'essaye de me soigner. Je ne sais pas si j'y arriverai avant ma retraite, mais voilà, je connais mes défauts, donc j'essaye au mieux de les gommer. C'est pas toujours facile, mais j'essaye. Malheureusement, aujourd'hui, pour un jeune, c'est très compliqué en fait de rentrer dans ce métier dans le cadre légal du CCMI. Or, comme je vous expliquais juste avant, quand on n'est pas dans ce cadre légal du CCMI, c'est parfois très compliqué d'avoir des clients quand c'est adossé à des prêts bancaires. Et donc nous, en fait, le choix qu'on a fait, et à l'époque on s'en était pas vraiment rendu compte, mais je pense que c'est au fur et à mesure qu'on a avancé qu'on s'est rendu compte de la chance qu'on a eue quand on a débarré adossé à un réseau, parce que ça nous a permis d'avoir ce qu'on appelle les garanties financières. Et dans ce métier, tant qu'on n'a pas de garant financier, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas démarrer. Et c'est des discussions que j'avais eues à l'époque avec le directeur de la société qui nous assure. Je vais leur faire un petit coup de pub puisque je suis avec eux depuis 15 ans. C'est la CEGC, Compagnie Européenne de Garantie et de Caution, qui est filiale de Natixis, qui Natixis est filiale de BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, donc un gros groupe bancaire français.
Je me rappelle, c'est des discussions qu'on a eues à plusieurs reprises avec Bruno Pers, qui à l'époque était le patron, et qui me dit, Monsieur Noël, voilà, maintenant on se connaît, on a appris à se connaître, on vous fait confiance, il n'y a aucun souci, et particulièrement quand j'ai quitté le réseau, c'était une de mes premières préoccupations, avant même de prendre la décision définitive de quitter le réseau, c'est de m'assurer que mon garant financier me suivait bien dans l'aventure Home d'Opale, parce que c'est malheureusement un mal ou un bien, je pense un bien, qui est nécessaire à notre métier et qui est indispensable et sans lequel on ne peut pas travailler, on ne peut pas construire, c'est impossible. Voilà, donc, alors un jeune qui a un peu d'expérience, qui a été par exemple conducteur de travaux pendant plusieurs années, qui a une bonne connaissance du métier du bâti, je pense qu'il arrivera, bon an mal an, à se trouver un garant financier et un assureur. La seule problématique, c'est qu'il ait les fonds nécessaires parce que un garant financier, comme tout banquier, c'est d'accord pour vous faire confiance, mais à condition qu'il ait, en cas de pépin, une contrepartie. Donc voilà, donc le groupe FOUS pour nous assurait la contrepartie quand on a démarré, donc on n'a pas eu de montant à mettre en face de nos garanties financières. Bien sûr, quand j'ai quitté le groupe FOUS a levé ses garanties, ce qui est tout à fait normal. Et donc là, la CEGC m'a demandé de mentir un contrat d'assurance vie à leur profit pour un montant qu'on a défini ensemble. Voilà, maintenant c'est levé, les relations sont bonnes et ont toujours été bonnes, mais voilà, j'ai quand même mis plus de 5 ans à lever ma contre-garantie financière auprès de la CEGC. Mais voilà, tout va bien aujourd'hui. Mais c'est tous des facteurs qui sont compliqués, c'est pas des petits montants, hein, ça dépassait les 250 000 euros. Donc ça veut dire qu'un jeune qui démarre aujourd'hui, est-ce qu'il a 250 000 euros sur un capital d'assurance vie à nantir au profit d'un garant financier? Je ne sais pas. Et il faut qu'il soit de métier, parce que sinon, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de connaissance du métier. Donc c'est pour vous dire que c'est un métier quand même très réglementé et dans lequel il n'est pas facile de rentrer comme ça du jour au lendemain. Voilà.